on n'entend pas forcément exactement ce qui se dit. On perçoit quand une tribune réagit, quand un stade réagit. Quand on est sur le terrain, mentalement, un arbitre, c'est quelque chose d'assez atypique parce qu'il y a une multitude de signaux et d'informations qu'on reçoit et qu'on doit traiter en une fraction de seconde pour au final aboutir à une chose qui est une décision. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time. Je suis Mathias Zona et je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne consacrée à des podcasts sur les métiers du sport et sur le sport en général. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous accueillons Clément Turpin, arbitre international de football. Il nous racontera son parcours, les moments clés de sa carrière, mais aussi quelques anecdotes. Je suis vraiment impatient de partager avec vous cet échange. Que vous soyez sportif ou non, installez-vous confortablement et c'est parti pour Clément Turpin sur Time. Merci d'avoir répondu présent pour cette interview. Arbitre international de football, conseiller technique régional en arbitre au sein de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et licencié au FC Monceau-Bourgogne. Tu commences l'arbitrage en 1998. Comment on commence l'arbitrage? Le lancement de l'aventure a été finalement assez classique. J'étais joueur au FC Monceau, comme tu viens de le préciser. Puis à l'époque, j'étais aussi un jeune éducateur. Et je m'occupais de U6, U7, les débutants à l'époque. Et souvent, lorsque mes U6 ou mes U7 jouaient le week-end, il n'y avait pas d'arbitre officiel pour ces catégories d'âge. C'est souvent un papa, une maman ou le jeune éducateur qui prenait le sifflet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'allais arbitrer les jeunes dont je m'occupais le mercredi. Et puis un jour, un dirigeant de mon club est venu me voir en me disant: Tiens, Clément, c'est 2-3 fois que je te vois arbitrer tes petits. Ça a l'air de te plaire. Est-ce que tu voudrais pas rendre un peu plus officielle cette activité en passant une petite formation? À l'époque, j'ai dit: «Oh, oui, pourquoi pas?» Et donc je me suis retrouvé à pousser un jour la porte de mon district pour une formation et je crois qu'à ce moment-là, j'ai pris sans doute la plus belle décision sportive de ma vie. Je pense aussi parce que la suite n'est que belle. Au final, en août 2018, tu as 26 ans et tu deviens à l'époque le plus jeune arbitre de Ligue 1 sur le match Caen-Valenciennes. Est-ce que déjà tu t'en rappelles? Je pense que oui. Mais surtout, comment ça se passe en avant-match? Pendant le match, comment ça se passe? Et en après-match, qu'est-ce qu'on ressent? Alors déjà, je me souviens extrêmement bien de cette première. Heu, je me souviens des couleurs, je me souviens, presque des odeurs de ce parce que c'était le premier match de Ligue 1. Et puis c'était l'élite de l'arbitrage, français. Donc effectivement, ce match, entre Caen et Valenciennes au mois d'août, reprise des championnats et j'aime bien les matchs du mois d'août parce que, il y a pas eu de foot pendant 1 mois et demi, 2 mois avec la trêve. C'est l'été, généralement il fait beau, il fait bon dans les stades. Et puis, dans les tribunes, c'est souvent des publics beaucoup plus familiaux parce que les gens sont encore en vacances et donc on va en famille, au stade et ça faisait qu'il y avait une ambiance, très, festive, ce jour-là. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, j'ai en tête ce moment-là et et puis évidemment, comment on le prépare, je savais que c'était un grand rendez-vous, voilà, donc il y avait évidemment, il y avait du stress, il y avait de la pression, il y avait de l'excitation, il y avait des craintes, il y avait de la peur. Je ne sais pas s'il y avait autant de peur que d'excitation, plus de peur, plus d'excitation, mais c'était tous ces sentiments qui étaient mélangés, à l'intérieur quoi, dans le ventre et puis, les jours approchant la rencontre, lorsqu'on reçoit la désignation, ce premier match, on voit la montagne, qui va se profiler dans quelques jours et puis, plus on approche du match, plus on se rapproche de la montagne et on se dit: «Mais est-ce que je vais y arriver? Mmh. Est-ce que je vais y arriver?» Et puis, c'est là où il faut mobiliser toutes ses ressources et puis j'étais accompagné par, 2 assistants avec de l'expérience. Donc j'ai aussi senti, un sentiment de suivi et de bienveillance autour de moi et puis après il fallait faire, tout simplement. Pour revenir sur un petit point, tu as dit que on se préparait à ce genre de match. Physiquement, c'est exigeant d'être arbitre? Qu'est-ce que ça inculque? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire, que tu ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire? Un arbitre en moyenne sur un match, par exemple, c'est combien de kilomètres? C'est peut-être 2 matchs dans la semaine? Comment on gère ça? Un arbitre, c'est 11 à 13 kilomètres par match. C'est-à-dire, peu ou prou, la distance que parcourt un milieu de terrain, qui par définition est le joueur qui parcourt le plus de kilomètres sur un milieu de terrain. La compétence physique, athlétique, elle est au cœur de notre activité. Et c'est pour ça qu'on met, beaucoup de précision et on passe beaucoup de temps sur cet aspect-là, au travers évidemment des entraînements. Aujourd'hui, un arbitre de 1re division, c'est un entraînement quotidien.
avec des plans d'entraînement qui nous sont proposés, avec un vrai suivi physique et athlétique qui est mis en place par la fédération pour nous suivre. Parce que si un arbitre veut bien juger, il faut qu'il soit au cœur du jeu. Le problème, c'est que le cœur du jeu, il bouge pendant 90-95 minutes. Donc, ça sera à nous de faire en sorte de suivre ça. Et pour ça, il va falloir être prêt physiquement. Donc, ça veut dire qu'on développe pratiquement les mêmes qualités que les joueurs. C'est-à-dire de la vitesse pure, avec la capacité à produire une accélération très rapide, parce que les joueurs vont de plus en plus vite. Il faut être capable de travailler la résistance à la vitesse, parce que ce sprint anticipé à intensité maximale, on va le répéter un certain nombre de fois dans le match. On a la qualité aérobie, ce qu'on appelle un peu l'endurance communément. Voilà, un match, ça dure 95 minutes, donc il va falloir tenir sur l'ensemble de tout ça. Et puis ensuite, on a tous les aspects moins connus, mais lorsqu'on parle de proprioception, le gainage, voilà, tous ces aspects-là font aussi partie de l'entraînement. Il y a un élément qui nous différencie des joueurs, c'est que moi, je ne fais pas de saut. Pour retenir 11 à 13 km, entraînement quotidien, et on travaille de la vitesse, de la résistance et de l'aspect aérobie. Et du ballon, des fois? Oui, alors moi j'aime bien garder du contact avec le ballon. J'ai joué jusqu'à l'âge de 19 ans. Et d'ailleurs, chez les Marais, l'arbitrage à 16 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, j'ai fait les deux. J'allais et arbitrer le samedi et jouer le dimanche parce que j'avais besoin de jouer avec mes potes et puis peut-être plus encore à ma classe. Les arbitres, on doit juger les charges, les tacles, ce genre de choses, les duels. Alors, on est des spécialistes de la maîtrise du cadre réglementaire de ce qu'est un bon tacle, un mauvais tacle, une bonne charge, une mauvaise charge. Mais quel est le meilleur moyen de sentir ce qu'est un bon tacle ou un mauvais tacle? C'est à un moment donné, aller réaliser ces gestes techniques-là. C'est là où on va emmagasiner aussi un retour d'expérience de terrain. C'est pour ça que j'essaye, dès que je peux, de continuer à m'entraîner avec des joueurs ballon au pied parce que ça va me servir pour mon activité. Et puis c'est sympa de jouer. C'est vrai. Pour en revenir à ta carrière, tu passes d'arbitre de district à arbitre de Ligue 1 en seulement 10 ans, puis d'arbitre de Ligue 1 à arbitre international en seulement 1 an. Donc, en 11 ans, on est passé d'un arbitre district à un arbitre niveau international. Comment on gère mentalement cette ascension? Est-ce qu'on se voit évoluer? Est-ce que, voilà, mentalement, est-ce que, on se dit: «Bon, il y a 10 ans, j'étais là-bas encore» ou «Il y a 11 ans, j'étais là-bas»? Aujourd'hui, ça fait 25 ans que j'arbitre et je me dis régulièrement, il y a 25 ans, j'étais là-bas, comme tu dis. Tous les arbitres, on vient du monde amateur. C'est une énorme richesse. C'est une énorme source d'enseignement. Et effectivement, tu l'as dit, il m'a fallu 10 ans pour atteindre le plus haut niveau fédéral. Mais finalement, ces 10 ans-là, c'est la même chose pour un joueur. Généralement, aujourd'hui, un joueur précoce, il arrive au 7C haut niveau, il démarre le foot à 6 ans, d'accord, Ouais, à peu près. 6 ans, ouais. Et pour les plus précoces, ils signent leur premier contrat pro à 16-17 ans. Donc, il leur faut aussi, pour les plus précoces, 10 ans. 10 ans. Moi, j'ai eu la même trajectoire pour la partie arbitrage. Donc après, je me souviens très bien, lorsque j'ai démarré mes premières années, jamais je ne m'étais imaginé pouvoir un jour siffler un match en Ligue 1. Jamais. Par contre, c'était une activité, c'était une passion, ça me plaisait, je continuais à jouer avec mes potes. J'ai commencé à me dire, tiens, l'arbitrage, pourquoi pas un jour en première division? Allez, parce que j'étais à l'époque peut-être en national, mais pas avant. Avant, c'était une vraie passion, ça me plaisait, ça m'amusait, mais j'ai jamais basculé dans un esprit, tiens, peut-être un jour, j'en ferai mon métier avant d'arriver en national. Jamais. Tu étais aussi accompagné. Je pense que, le fait quand on est fan de football, on regarde un peu ce qui se passe au-dessus. Est-ce que des fois, même pendant un match, on décroche un peu en se disant: «OK, je suis là aujourd'hui»? Quand on est sur le terrain, on y est pour une mission qui est celle pourquoi on nous a formés et qu'on nous a demandé, c'est-à-dire voilà, arbitrer la rencontre, qui va demander une mobilisation de toutes nos qualités, qu'elles soient physiques, on en a parlé, qu'elles soient effectivement mentales, sur une capacité à être à la fois, c'est ça qui est tout intéressant dans l'arbitrage, c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement concentré sur l'analyse de la situation, du fait, mais également qu'on ait
qu'on est conscient de ce qui se passe tout autour. Et c'est souvent la combinaison des 2 qui va nous diriger sur la prise de décision. Donc une énorme attention très focalisée sur il y a contact, il y a pas contact, et puis une vision un peu plus périphérique pour ce qui se passe autour. Donc c'est un savant mélange mental à faire. Et que ça mobilise une grande partie de l'énergie. Quand on est sur un stade de foot devant 50 000 personnes, on a la perception d'un bruit de l'extérieur, un bruit de fête. Mais notre attention, elle est tellement concentrée sur ce qui est en train de se passer et ce pourquoi je suis là, c'est qu'on n'entend pas forcément exactement ce qui se dit. On perçoit quand une tribune réagit, quand un stade réagit. Donc ça, c'est des éléments complémentaires qui permettent d'analyser l'environnement dans lequel on est. Donc, quand on est sur le terrain, mentalement, un arbitre, c'est quelque chose d'assez atypique parce qu'il y a une multitude de signaux et d'informations qu'on reçoit et qu'on doit traiter en une fraction de seconde pour au final aboutir à une chose qui est une décision. Je siffle ou je ne siffle pas. Pour en revenir à ta carrière, en 2016, tu fais la finale de la Coupe de France entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Et par la suite, tu officies lors de l'Euro 2016 en France. Ça fait quoi d'arbitrer une grande compétition, qui plus est la plus grande compétition européenne pour les sélections, dans son propre pays, là où habituellement on voit des clubs, là où habituellement c'est peut-être pas forcément les mêmes organisations et pas du tout les mêmes matchs? Les matchs d'équipe nationale ont une saveur un petit peu particulière parce que voilà, on sent qu'il y a le pays est derrière les équipes et, ça provoque souvent des matchs avec de la très haute intensité. Et puis voilà, on sent le pays qui est derrière. Simplement les hymnes, parce que on entend les hymnes au moment du protocole. Voilà, il y a toujours, moi, c'est toujours lequel que je suis extrêmement sensible à, j'aime vivre ce moment. L'Euro, c'était, et c'est toujours d'ailleurs ce sentiment, quoi. En plus avec des stades qui sont très colorés parce que, oui, voilà, ça représente les drapeaux des équipes et ça fait toujours des très, très jolies ambiances, des très jolis stades et donc des très bons souvenirs. Là, d'un point de vue plus personnel, c'est une fierté, j'imagine, d'être sélectionné pour l'Euro dans son pays. Ouais, ça restera un très grand moment de ma carrière, qui plus est, en France. J'ai eu la chance que, ma famille, mon épouse, était présent aussi dans les tribunes. À côté de tous ces sentiments très festifs, il y a aussi une prestation qui est assurée et une performance à sortir. Donc il faut être, à la fois profiter de l'instant, parce que c'est capital de profiter de l'instant, mais rester focus sur le pourquoi de la raison de ma présence, à savoir fournir une performance. Ensuite, tout s'enchaîne. En août 2017, tu es 4e arbitre sur la Supercoupe entre le Real Madrid et Manchester United. En octobre 2017, tu es désigné sur Pérou-Nouvelle-Zélande à Lima, match très important parce que c'est la dernière place qualificative pour la Coupe du monde 2018. Puis en juin 2018, tu es 4e arbitre sur la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool jusqu'au Graal en juillet 2018 où tu pars pour la Russie, officier pour la Coupe du monde. Qu'est-ce que ça fait d'être arbitre et de partir pour la Coupe du monde? Quand on est joueur, on est sélectionné. Quand on est supporter, on prend un billet, on va au stade. Quand on est arbitre, est-ce qu'on profite? Ça a une saveur tout à fait incroyable. Il y a 3 grands événements mondiaux aujourd'hui. Il y a la Coupe du monde, il y a l'Euro et puis il y a la Ligue des champions. Bon, ajouter à ça, pour ceux qui ont une fibre un petit peu plus multisport, les Jeux olympiques, c'est un moment inoubliable. Comment on l'apprend? Alors je l'ai appris par le biais de l'organisateur de la FIFA qui avait fait sa sélection et puis on reçoit un mail OK. qu'on est sélectionné. C'était une aventure c'était un objectif qu'on s'était fixé en équipe. Sentiment, tu vois, c'est même difficile de mettre les mots, c'était un très, très grand moment. Tu me disais, tu embarques avec toi tes 2 assistants, donc Nicolas Danos et Cyril Vagor. Heu, Quelle relation tu as avec eux? Et également, à partir de quand un arbitre central peut sélectionner ses assistants? Comment il les sélectionne? Est-ce que c'est par affinité? Est-ce que c'est par qualité? Alors d'abord sur la partie création des équipes, c'est une discussion qui se fait entre, mes responsables, moi-même, les personnes éventuelles et les assistants concernés et puis, voilà parce qu'on estime que, les personnalités peuvent matcher, parce que les états d'esprit je suis très attentif, aux états d'esprit
Et très rapidement, Nicolas, ça fait aujourd'hui 15 ans qu'on parcourt la France, l'Europe et même le monde tout entier. Je crois qu'on est le binôme de loin le plus historiquement associé. C'est plus qu'un arbitre assistant, c'est un ami. On a parcouru tellement de bons et de moins bons moments ensemble, on a vécu tellement de choses. Et puis effectivement, Cyril est arrivé dans l'équipe juste après l'Euro 2016. Ça a été aussi une fantastique rencontre. Et puis on a défini à ce moment-là un vrai trio. Et très rapidement, on a compris que les affinités, euh, la perception qu'on avait de notre activité, la perception qu'on avait des relations qu'on pouvait avoir entre nous, la perception tout simplement aussi que la vie était très similaire. Donc très vite, ça a matché, ça a super bien fonctionné. Et c'est parce que tout ça, ça a fonctionné que derrière, on a pu pas atteindre un certain nombre d'objectifs qu'on s'était fixés. Et aujourd'hui, Cyril a pris sa retraite sur la partie R1 et continue à être impliqué sur la partie vidéo. Et puis maintenant, depuis 3 ans, est arrivé Benjamin qui a intégré l'équipe. Et là encore, il y a une nouvelle histoire qui est en train de se créer à 3. Cette histoire, à partir de quand l'arbitre peut la commencer avec ses assistants? Il existe au niveau fédéral le premier corps d'arbitre spécifique, il arrive au niveau national. Donc ça veut dire qu'à partir du niveau national, des duos, des trios peuvent être créés, mais encore une fois, tout ça, c'est le résultat d'une réflexion entre les managers, l'arbitre, les arbitres assistants. Pour en revenir encore sur ta carrière, t'enchaînes les saisons avec de magnifiques matchs, pour la plupart. Puis en mai 2022, tu es désigné sur la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid à Paris. Quelle est la différence par rapport à une Coupe du Monde et une finale de Ligue des Champions? Je l'apprends par un coup de téléphone de Roberto Rossetti, le patron des arbitres européens, qui voilà, qui m'annonce que voilà, l'UEFA m'a désigné comme l'arbitre de la prochaine finale. Immédiatement, j'en informe Nicolas et Cyril. Qui te suivront quoi qu'il arrive. Oui, Qui te va, parce que qui sont... il désigne Clément Turpin, mais il désigne une équipe. Il désigne une équipe, voilà, donc c'était moi et mon équipe qui allait avoir cet honneur et cette responsabilité. Donc on partage un moment qui nous restera très intime entre nous là-dessus. Et puis après, ça aide. Dans l'arbitrage, il y a 2 grands moments, 2 grandes effusions de joie. C'est quand on reçoit une désignation, c'est toujours un moment sympa. Et puis quand on rentre au vestiaire après le match et qu'on a le sentiment qu'on a bien fait le boulot. Entre les 2, on se dit: «Mais quels problèmes vont nous tomber sur la tête?» Après l'avoir partagé, immédiatement, on se dit: «Bon, maintenant il faut qu'on le prépare. Maintenant il faut qu'on soit prêt». Et très rapidement, on met en place un petit schéma de préparation, parce qu'à l'instar d'un Euro ou d'une Coupe du monde, là une finale c'est un one shot, c'est une soirée. Un Euro, une Coupe du monde, c'est 4 à 5 semaines. Ouais. Les problématiques sont aussi différentes. Donc voilà, on se prépare de manière très professionnelle, et sans changer non plus les habitudes. Parce que l'un des dangers qu'on avait pointé, c'était de se laisser surpasser par l'événement. Donc comment on fait pour ne pas se laisser submerger par l'événement? Tout simplement, on fait en sorte de garder nos routines, après de les pousser sans doute un petit peu plus loin, oui, parce que l'événement l'attendait, mais de ne pas changer nos routines. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a vécu finalement ce moment qui était un moment excessivement important pour nous, mais on l'a vécu finalement de manière très professionnelle, à la fois avec beaucoup d'intensité, mais sans trop, parce qu'on ne voulait pas surjouer. Et puis voilà, et puis tout s'est bien passé et on gardera ce moment-là comme un moment juste incroyable de notre part. Après ça, tu continues d'officier sur de superbes affiches. 8e de finale de Coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud. Quart de finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City. Demi-finale de Ligue des Champions entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Quels sont les stades les plus impressionnants? Je ne te donnerai pas de nom de stade en particulier, mais voilà, les stades où il y a de l'ambiance sont toujours des stades, c'est ce qu'on cherche comme étant un stade de joueur. Ce qu'il aime, c'est lorsqu'il y a une vraie ambiance, lorsque ça pousse, on a les mêmes attentes. Un stade de foot, c'est un stade qui doit vivre.
c'est un stade où il y a une ambiance, où il va y avoir de la vie, parce que le foot, c'est d'émotion, parce que le foot, ça fait rejaillir tout ça. Et nous, on aime, moi j'aime quand voilà, il y a de l'ambiance. Un stade de foot, ça doit être plein, ça doit être festif, c'est comme ça qu'on aime. Un stade de foot plein, c'est peut-être 50 000 personnes. Aujourd'hui, quand on est arbitre, on prend des décisions. Des fois, on prend des décisions qui vont sembler bonnes pour tout le monde. Des fois, on va prendre des décisions qui peuvent être contestées, tout ça. Est-ce que tu penses, pour toi, aujourd'hui, c'est un problème d'interprétation, la contestation dans le foot? La source de la contestation, elle peut venir de la lecture qu'on a des lois, et puis tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, l'acceptation d'une décision, l'acceptation d'une autorité, ce sont des valeurs qui s'effritent un petit peu. Aujourd'hui, tous les métiers qui font, où l'autorité fait partie de leur profession sont décriés. Les enseignants, les policiers, les magistrats, les arbitres, tous les métiers où, à un moment donné, on doit imposer une autorité, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué à accepter parce qu'on a du mal, et moi le premier, hein, à accepter, voilà, qu'on nous appose une règle, qu'on nous appose une autorité. Ça existe aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Après, il y a le contenu, c'est-à-dire les lois. Le foot propose beaucoup de situations où l'interprétation s'invite de manière régulière à la table de la décision. On doit juger des situations qui sont interprétables. Au tennis, la balle, elle est dedans ou elle est dehors. C'est binaire. Donc là, la prise de décision, elle est beaucoup plus compréhensible. Je ne dis pas qu'elle est facile à prendre, parce que ça demande une expertise assez pointue. Oui, c'est vrai. Juger si elle est dedans ou dehors, en termes de qualité visuelle, ça demande quand même une énorme expertise. Mais la décision, elle est facile à accepter pour le grand public. D'accord. Nous, au foot, on a des décisions comme ça. Et en jeu, par exemple, la faute, elle est dans la surface ou en dehors de la surface. C'est beaucoup plus facile de le faire comprendre. Et puis, il y a des situations où on est dans l'interprétation. La force de la poussée, l'intentionnalité. Ce n'est pas des choses qui sont binaires. C'est des choses où l'interprétation s'invite à la table de la décision. Et bien là, chacun peut avoir son interprétation. Sauf que celui qui doit trancher, c'est l'arbitre. Et bien, il se peut qu'à un moment donné, l'interprétation qu'a l'arbitre, elle est différente de celui du joueur ou de celui du spectateur ou celui du téléspectateur. À partir du moment où vous déléguez à un homme ou une femme de prendre la décision sur une part d'interprétation, eh ben, il peut y avoir des divergences de points de vue. Comment, face à ça, quand on doit prendre cette décision qui est subjecte à l'interprétation, comment on reste impartial, concentré, oui, je dirais même de faire l'après interprétation quand tout un stade n'est pas forcément d'accord avec nous? Alors, tout de suite, tu as parlé d'impartialité. Celui-là, je vais le mettre de côté parce que de toute façon, un arbitre, il est impartial. Ah oui. Ensuite, certes, on prend des décisions sur des situations qui sont interprétables, mais ça ne veut pas dire qu'on les prend en fonction de la force du vent. C'est qu'on a des critères de lecture des situations et des critères, ce qu'on appelle dans notre jargon, des critères d'aide à la décision. Donc, c'est sur ces critères-là, qui sont issus de la loi, qu'on va orienter notre prise de décision. Pourquoi on a mis en place ces critères d'aide à la décision? C'est pour permettre aux arbitres de tendre vers de l'uniformité. C'est qu'on puisse regarder ces situations avec les mêmes critères et donc aboutir, on l'espère, aux mêmes décisions, ce qu'on appelle l'uniformité. Donc tout est très bien quadrillé et travaillé en amont. Après, eh ben, on est amené à prendre la décision et puis à vivre ce qu'on appelle le post-décision. Hein. Et ça, c'est notre travail, c'est notre métier, on est formé pour ça et ça fait partie tout simplement de notre quotidien. Chaque week-end, il y a plus de 24 000 arbitres qui officient sur les terrains en France. Aujourd'hui, on dit souvent qu'il faut des arbitres, c'est important. Moi, je te pose la question, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui hésite à se lancer, quel est l'intérêt de devenir un arbitre? Je leur dirais que les gens qui deviennent arbitres sont des gens qui osent faire ce que les autres n'oseraient pas faire. Être arbitre, c'est oser. Être arbitre, c'est
aller pousser une porte pour essayer quelque chose. Si derrière ça nous plaît, on continue. Si derrière ça nous plaît pas, il y a aucun problème, on peut arrêter. Mais on aura fait l'effort d'aller oser faire ce que les autres n'oseraient pas faire. Si tu aimes le foot, tu aimes prendre des décisions, tu es passionné par ça, l'arbitrage, c'est fait pour toi. Les arbitres sont des gens qui osent faire ce que les autres n'aimeraient pas faire. C'est pour moi l'essence même de notre activité. Oser s'affirmer, oser prendre des décisions. Parce que s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que les gens qui osent faire sont des gens qui ont du caractère. La prise de décision, c'est quelque chose qui va nous suivre dans la vie. Et grâce à cette activité, on peut très rapidement se confronter à cette prise de décision. Je ne te parle pas des évolutions de carrière possibles, etc. Le cœur de l'activité. Oser. Il faut oser, il y a une certaine difficulté qu'on peut avoir. On connaît déjà toute la difficulté du métier d'être arbitre. Est-ce que les arbitres de district, régionaux, fédéraux, tu nous l'as expliqué, mais est-ce qu'ils sont accompagnés et comment? Par qui? Est-ce que les districts, les ligues mettent en place des accompagnements ou des choses comme ça? Les ligues, les districts sont très sensibles à ces problématiques d'accompagnement parce que tout simplement, déjà, nos collègues de ligue et de district sont la majorité du temps seuls, notamment au district. Ils arbitrent seuls, ils n'arbitrent pas avec 2 arbitres assistants officiels. C'est souvent des bénévoles de club. Donc, l'arbitre du district, lui, quand il se pointe à son match le dimanche, il est tout seul. L'arbitrage, c'est une activité solitaire, mais pour mettre dans les meilleures conditions nos collègues, il faut quand même lui assurer un certain accompagnement. C'est ce qu'essayent de faire les ligues et les districts. Après, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Et donc, on essaye de mettre en place des politiques d'accompagnement pour que tout simplement nos arbitres se sentent bien dans leur basket. Quelles sont les qualités d'un bon arbitre? Le bon arbitre, c'est celui qui sent le flûte, premièrement. Qui est capable de créer de la confiance entre les acteurs, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs et lui-même. C'est ça le bon arbitre. C'est celui qui va sentir le contexte, le moment, et celui qui va arriver à créer ce lien de confiance. Après, évidemment, il y a la justesse de la décision, c'est-à-dire qu'il va avoir une capacité de lecture des situations qui est juste possible. Ce triptyque, être connecté à l'environnement, créer ce lien de confiance avec les acteurs et un expert dans le jugement des différentes situations. Les préparations d'arbitres se font à Clairefontaine pour les arbitres fédéraux, je parle bien sûr. Ça me fait penser qu'à Clairefontaine, c'est aussi la préparation des joueurs. Est-ce que vous avez un échange avec les joueurs, par exemple, de l'équipe de France, ou même un échange avec des clubs pour des interventions, sensibilisation de l'arbitrage? En début de chaque saison, elle propose à tous les clubs professionnels, Ligue 1, Ligue 2, qu'un arbitre, accompagné éventuellement d'un membre du staff, aille présenter les nouvelles directives orientation d'arbitrage pour que voilà, il y ait cet échange entre les staffs, les joueurs et l'arbitre. Après, charge au club de répondre favorablement ou non à cette possibilité, mais en tout cas, elle est offerte. Voilà. Après, quand on revient sur site à Clairefontaine, souvent les plannings sont pas collés. D'accord. Parce que la structure de Clairefontaine a ses obligations. On a le calendrier des arbitres qui a des obligations, le calendrier de l'équipe de France qui a ses obligations aussi. Et souvent, il nous est arrivé d'avoir ces moments ensemble. La plupart du temps, on n'est pas au même moment. Par contre, effectivement, comme tu disais, Clairefontaine, c'est le lieu de rassemblement de l'équipe de France. Mais c'est aussi effectivement le lieu de rassemblement des arbitres fédéraux, qui soient de la nationale 3 jusqu'aux internationaux. C'est le lieu idéal pour échanger techniquement, se préparer physiquement et tout simplement même se préparer mentalement. C'est le lieu de tout amoureux de football. C'est le lieu des passionnés de football. Et les arbitres font partie des passionnés de football. On a parlé de ta carrière et on est revenu sur pas mal de points au niveau de l'arbitrage. Si tu n'avais pas été arbitre, qu'est-ce que tu aurais fait?
à l'époque, quand tu as pris la décision d'être arbitre, tu étais peut-être dans des études, tu étais peut-être, passionné par d'autres choses? Je J'étais et je suis toujours quelqu'un qui est profondément, passionné et amoureux de sport. Donc s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que, mon futur professionnel aurait été dans le monde du sport. Et après, il y a une deuxième passion qui sans doute faisait partie de moi il y a une quinzaine, vingtaine d'années quand j'ai commencé à m'orienter sur les études, universitaires, mais dont j'avais peut-être pas la perception. Mais aujourd'hui, j'ai cette perception-là. J'adore la matière humaine. Le management des hommes, des femmes, la ressource humaine, c'est quelque chose qui me parle. Et depuis maintenant 2 3 ans, j'ai une autre sensibilité qui commence à apparaître. Je je suis, très sensible au monde de l'entreprise, avec, voilà, de la pression, des résultats, des process internes. Tout ça, ça me parle parce que c'est mon quotidien d'arbitre de haut niveau. Et donc de plus en plus, ça m'intéresse, ces parallèles entre le monde du sport, le monde de l'entreprise, en y mettant en plus au cœur de ça, la ressource humaine. Donc on verra ce que l'avenir nous dira. Ouais, pour un avenir ou même, là, c'est si tu n'avais pas été arbitre, mais même pour la suite, tout ça, tu vas être, ça sera quoi qu'il arrive, Voilà, le sport. Le sport. le sport, le monde de l'entreprise et la matière humaine autour de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets sur certains points? J'ai aucun regret. De manière globale, hein, pas forcément que dans l'aspect arbitrage, peut-être dans le sportif. Est-ce que tu aurais aimé, devenir joueur, devenir, coach, devenir, Non, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait des choix. Et à partir du moment où, je suis maître de mes choix, j'ai pas de regrets. Des fois, j'ai pris des mauvaises décisions. On peut parler éventuellement de remords, mais des regrets, pas. Non, c'est pas des regrets, mais je me dis s'il y avait pas eu l'arbitrage, aller vivre une expérience, à l'étranger pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça m'aurait ça m'aurait plu. Mais voilà, il y avait l'arbitrage qui m'a procuré et qui me procure encore, des satisfactions, multiples et variées. Mais aujourd'hui, j'ai cette chance de voyager grâce à l'arbitrage et je me dis que, heu, le monde extérieur est fantastique. On y vive des expériences exceptionnelles. Ça provoque aussi quelque chose, c'est quand on rentre en France, on se dit: «C'est top la France». aussi, ouais. Et donc le fait de ce passage à l'étranger et de revenir, il y a plein d'expériences fantastiques, des cultures, des personnalités, des paysages, différents des nôtres et on s'enrichit de ça. En tout cas, moi, je m'enrichis de ça et ça me permet aussi, quand je rentre en France, de me dire: «On a quand même un sacré pays» et bien sûr, il y a des difficultés de partout, mais mais c'est vraiment top et cool d'être en France. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, un petit postillon qui a dû se passer sur un match ou sur quelque chose que tu pourrais nous raconter, Alors je vous donnerai pas le match, je me souviens d'un déplacement peut parler? malade. Mais alors soudainement quoi, je suis dans le train OK. et d'un seul coup, transpiration, vraiment pas bien. Il reste encore, bien 2 heures de voyage et sans doute les 2 pires heures de voyage de ma carrière, compliquées. J'arrive difficilement à l'hôtel qui se trouvait juste à côté de la gare. Match le lendemain, hein, et là j'appelle le réceptionniste et je dis: «Il faut m'appeler, un médecin, je suis vraiment pas bien». On était, un samedi soir et je suis dans mon lit, je suis pas bien et il me fait la consultation, il me regarde, il me dit: «Demain vous allez arbitrer?» et je dis: «Bah, ouais, normalement oui», et on se met d'accord avec le médecin. Donc il avait une petite boîte à pharmacie, pour moi des effets allemands, des trucs, comme ça. Puis il me dit: «Bon, vous allez essayer de dormir et ce qu'on fait, chez Turpin, c'est que demain à 8 9 heures quand vous vous réveillez, vous m'appelez et puis on prend une décision». Pas forcément le meilleur moyen de préparer un match, quoi. C'est sûr. Et le lendemain matin et ben, je me réveille, allez savoir si c'était un effet placebo ou quoi, mais ça va bien mieux. Je suis, à peu près fait. J'appelle le médecin et je lui dis: «Bon, voilà, c'est doc, en tout cas merci, c'est tout bon et ça va rouler pour cet après-midi», et le médecin était tellement sympa qu'il me dit: «Pas de problème monsieur Durpin, je viens quand même vous revoir pour m'assurer que tout est OK». Il se pointe à 10 heures, on boit un café ensemble, il voit que tout va bien et après on fait le match et puis en plus le match s'est super bien passé et puis voilà, et comme quoi nous les arbitres, on passe énormément de temps dans les transports, dans les avions ou dans les trains, et comme quoi des fois on peut avoir
peut avoir prévu une préparation minutée, quadrillée, etc. Puis après, il y a un impondérable qui arrive. Et puis, c'est là qu'on mobilise peut-être encore plus de ressources parce qu'on sent qu'on est un peu fragile. Et puis en plus, ça s'est bien passé. Donc, c'était plutôt sympa. Je vais te raconter une autre. On était à la Coupe du Monde, la première, en Russie. Je fais mon deuxième match, c'était Uruguay-Arabie Saoudite. Dans les profils de joueurs un peu clés, j'avais identifié notamment le capitaine Suarez. Il était le capitaine, donc forcément un lien un peu particulier. On fait la première mi-temps et la fin de la première mi-temps, on n'est pas d'accord sur une ou deux décisions de suite avec Suarez. Et puis je siffle la mi-temps et puis j'ai le sentiment que le fameux gain de confiance là sur les 3-4 dernières minutes de la mi-temps, il s'est un peu effrité. A perdu un peu le fil. Il était un petit peu, pas énervé, mais on se pétait un petit peu. Il n'avait pas compris mes explications, il n'était pas d'accord avec les décisions. Et je me dis, faut que j'ai ce lien de confiance avec le capitaine, quoi. Le problème, c'est que moi, je ne parle pas espagnol. Comment je vais faire pour lui faire passer le message qu'il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est soldé, on n'était pas d'accord sur 2 décisions à la fin, mais après, il nous reste une deuxième mi-temps à faire, etc. Je me dis, mais il faut que je passe par un autre joueur. Il y avait Cavani qui jouait également, avec qui jouait au PSG. J'avais arbitré quelques fois au cours de ces saisons au PSG. Et je me dis tout de suite, je vais faire en sorte d'être dans le couloir avant que les joueurs sortent. Et comme ça me permettra de saisir l'opportunité de discuter avec Cavani qui parlait français. Et puis lui dire, voilà, de faire passer le message qui dise à son capitaine qu'il n'y a pas de problème, quoi. C'est soldé et maintenant on continue sans aucune difficulté. Et donc la mi-temps elle dure 15 minutes au foot. On peut imaginer qu'à la Coupe du Monde, 15 minutes, c'est 15 minutes parce que les télés, les machins, etc. Et je sors du vestiaire après 9 minutes de pause. Et là, genre, je suis très et c'est trop tôt, c'est vrai. Non, je veux être dans le couloir. Je recroise Edinson Cavani et puis j'ai un temps d'échange avec lui assez rapide. Je dis, voilà, j'ai vu qu'en première mi-temps, c'était pas très bien fini avec votre capitaine. Voilà, passez-nous le message comme quoi il y a 0 problème, quoi. On rentre et qu'est-ce que va faire Edinson Cavani? Je le vois, hop, il accélère le pas, tac, il se met à côté de Suarez, son capitaine, ils échangent entre eux et puis on fait la deuxième mi-temps sans aucun problème, quoi. Avec une petite stratégie mise en place, une relation de confiance qui se crée et au final, bam bam, tout pour le bien de tout le monde. Ouais, OK. Non, c'est pas mal d'avoir des fois des relais que tu peux croiser en championnat ou ça, c'est quoi? C'est un mot de la fin? Il y a quelque chose en particulier qui te ferait plaisir, ou peut-être clôturer, on va dire, cet échange, Petite pensée aux 25 000 arbitres, parce que là on parle du haut niveau, mais il y en a 25 000 qui vont reprendre le chemin des terrains et grâce à eux, il y a des milliers et des milliers de jeunes et de moins jeunes qui peuvent jouer au foot. Donc ceux-là, il ne faut pas les oublier. c'est vrai. Merci Clément. Je t'en prie.